Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Jusqu'à 21h avec moi, Raphaël Steinville. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint de la rédaction du JDD. Bonsoir Vincent Roy. Bonsoir. Essayiste et journaliste. Bonsoir André Valigny. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ancien ministre, avocat à la Cour. Vous publiez cette tribune dans le Figaro dans laquelle vous appelez la gauche à assumer une politique sécuritaire face à la délinquance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gauche n'a aucune politique sécuritaire aujourd'hui à proposer? Je pense que la gauche doit regarder les choses en face. La réalité est celle d'une aggravation de la violence dans la société, d'une augmentation de la délinquance. Tous les chiffres vont dans le même sens. On peut ergoter sur tel ou tel chiffre, mais la réalité est là, elle est vécue par les Français. Et je pense que sur ces questions de sécurité, de délinquance, la gauche doit faire preuve de responsabilité. Ça n'est pas nouveau. Vous m'avez pas répondu. Est-ce que la gauche n'a aucune proposition en ce sens? Je pense qu'elle en aura. Elle en a eu par le passé. Souvenez-vous de Pierre Joxe, de Jean-Pierre Chevènement, de Manuel Valls, de Bernard Cazeneuve. Il y a une gauche réaliste, une gauche... De Gérard Collomb qui disait... Gérard Collomb. Nous vivions côte à côte et nous vivons face à face. Bien sûr, c'était un grand ami. Gérard Collomb, on était voisins, il était de Lyon, moi je suis de l'Isère. Donc la gauche n'est pas totalement vierge en la matière. Elle a un passé qui l'honore. Mais il y a une partie de la gauche aujourd'hui, et hélas, elle domine à gauche, c'est la gauche de la France insoumise, qui ne veut pas voir la réalité en face. Donc moi j'appelle la gauche républicaine, comme l'a dit Gage ce matin, universaliste, laïque, républicaine, à se mobiliser pour ne pas laisser le monopole de la gauche à la France insoumise. Vincent Roy. Non, vous pouvez pas. André Valigny, vous pouvez pas dire aujourd'hui que finalement la gauche dite républicaine aurait tout fait et que Monsieur Mélenchon a tout détruit. En termes de sécurité, on peut pas dire que la gauche, y compris la gauche républicaine, et en termes d'immigration, je pense à touche pas à mon pote, à l'illusion de la France black blanc beurre, à tout ça. C'était bien la gauche d'avant Mélenchon. Or, la gauche d'avant Mélenchon, elle était sèche sur ce sujet. Là, vous êtes passé du problème de la sécurité, de la délinquance, au problème de l'immigration. Les deux sont liés. Non, moi je ne confonds pas les deux, je n'amalgame pas les deux. C'est pas forcément un amalgame, il peut y avoir des liens, ou en tout cas des occurrences. Dans les délinquants, il n'y a pas que des immigrés, et les immigrés ne sont pas délinquants. Non, mais il y a un lien entre immigration et insécurité. Le président de la République en a convenu lui-même, Emmanuel Macron, il y a peu de temps, c'est vrai, mais il en a convenu. Il y a surtout un lien entre les conditions de vie sociales difficiles de certains quartiers qui poussent certains jeunes, effectivement, parce qu'ils sont désœuvrés, parce qu'ils n'ont pas de perspective, parce qu'ils sont parfois stigmatisés à l'embauche. C'est toujours la même culture de l'excuse. Mais non, c'est pas une excuse, c'est une explication. Je ne peux pas vous laisser dire, André Valigny, ce soir sur Europe 1, que le jeune Théo, 19 ans, qui s'est fait agresser 3 fois de suite par des multirécidivistes qui ont entre 14 et 16 ans, c'est parce qu'ils n'ont pas de perspective, c'est parce qu'ils ont ceci, etc., qui sont allés... Il y a une violence aujourd'hui qui est désinhibée chez les jeunes, et c'est très grave. Et c'est très grave, mais ça n'a pas de lien avec l'immigration, ça a un lien, à mon avis... Est-ce que j'ai parlé d'immigration? Non, mais on parlait de l'immigration juste avant. Non, mais là, donc vous avez dérivé dites, sur un fait divers. Ce sont des jeunes qui n'ont pas de perspective et donc du coup ils s'en prennent aux autres. Les jeunes en question sont des adolescents et là moi je pointe les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux font un mal considérable à la jeunesse. Il y a une violence débridée sur les réseaux sociaux ces réseaux font croire aux jeunes que la normalité c'est d'être violent, de planter les uns et de planter les autres. On voit ce qui s'est passé encore à Sanary avec cette professeure qui a été poignardée par son élève. Donc il y a une violence débridée, c'est vrai, il faut y regarder les choses en face. Moi je suis pour l'interdiction, décidée récemment, des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Non mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous êtes pour l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, c'est ce que d'ailleurs a dit le président Macron, et vous dites que les réseaux sociaux sont le vecteur, le facteur du mal chez les jeunes. Et vous me dites, moi je ne fais pas d'amalgame avec l'immigration, mais dans ce cas-là, interdisons l'immigration et on va voir les résultats. C'est exactement pareil. Personne ne souhaite et ne préconise d'interdire l'immigration. Vous savez très bien que pour des raisons économiques d'abord... Ce que je veux dire, c'est que vous dites qu'il n'y a pas que des immigrés qui sont parmi les délinquants. J'en conviens, André Valigny. Maintenant, moi, je regarde les réseaux sociaux, je scrolle sur Instagram, je trouve des trucs qui m'intéressent, etc. Ça ne fait pas de moi un criminel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que toutes les personnes qui regardent les réseaux sociaux ne sont pas forcément des criminels en puissance. Sauf qu'à l'adolescence, on a le cerveau malléable, le cerveau influençable. Ça dépend ce que vous regardez. Oui, mais justement, il faut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, parce qu'on sait très bien... Et les jeux vidéo pendant que vous y êtes? Les jeux vidéo, ça dépend lesquels. Certains préconisent la violence. Certains peut-être, oui. Bien sûr, bien sûr. Raphaël Steinville, pardon.
Oui, en fait, moi, Dans le microscope. j'ai lu André, votre tribune dans le Figaro avec attention, et j'ai eu une naïveté de croire que, effectivement, il y avait peut-être une gauche lucide. Le fait est que lorsque vous proclamez que la gauche doit regarder en face ces deux réalités que sont l'immigration et l'insécurité, vous ne faites que découpler ces deux problèmes comme s'ils étaient indifférents, comme s'ils étaient qu'il fallait les prendre séparément. Vous continuez finalement, en tout cas c'est ce que vous semblez dire encore à ce micro, vous continuez à décorréler les deux, alors qu'il est établi qu'il y a un lien entre la hausse de l'immigration, l'ensauvagement de la France et l'absence de maîtrise de nos flux migratoires. André Vallini. Oui, je pense que les flux migratoires doivent être régulés, maîtrisés, et je pense qu'il faut aller, moi ça ne m'a jamais choqué d'ailleurs, qu'il faut aller vers des quotas d'immigration par métier, par filière, en fonction des besoins économiques. D'ailleurs, je vous indique que Madame Meloni, qui représente une droite assez raide sur les questions d'immigration, Madame Meloni avait fait de grandes promesses sur les freins qu'il fallait mettre à l'immigration en Italie, et qu'elle a importé, entre guillemets, 500 000 personnes l'année dernière. Oui, on dit la même chose de l'Espagne. Et on se trompe complètement, parce qu'on dit que Sanchez est en train de régulariser 500 000 émigrés. Or, en réalité, sur les 500 000 émigrés, quand on regarde de près, il y a 490 000 Sud-Américains. Donc on n'est pas en Italie. Non, en Espagne. Non, pas en Italie. En Italie, jamais l'immigration. La langue, les Sud-Américains. Évidemment. Oui, jamais l'immigration n'a été aussi importante en Italie que cette année avec Madame Meloni, en 2025. C'est une immigration de travail, et c'est ce que vous souhaitez, comme le souhaitait Brice Hortefeux à une époque sous le mandat de Nicolas Sarkozy, par exemple. Une immigration de travail qui baisse dans les derniers chiffres qui ont été publiés, quand le reste des titres de séjour qui ont été accordés ne cesse d'enfler, notamment pour l'asile et les autres vecteurs de l'immigration. Non, mais ce qui est étonnant, c'est qu'à la fois vous posez un constat très lucide, et en même temps, dans votre profession de foi, et notamment sur l'immigration que vous voulez réguler, vous continuez, il ne faut pas abjurer notre foi européenne. Est-ce que l'Europe aujourd'hui n'est pas un frein à l'ambition de vouloir limiter, freiner même l'immigration légale ? Moi, je crois au contraire que l'Europe est la solution à beaucoup de problèmes qui se posent à la France, à l'Allemagne, à l'Italie. Nous refusons... Face aux défis migratoires, terroristes, numériques, restons sur l'immigration. Sécuritaire. Dans tous les domaines, c'est l'Europe la solution. Moi, je suis un fédéraliste convaincu. Je sais que ça peut heurter. Je sais que la mode n'est pas à se dire fédéraliste. Moi, je pense une question de mode, c'est une question d'efficacité. Mario Draghi, justement, qui n'est pas le clown de service. Mario Draghi, qui a fait ses preuves en Italie, à la Banque centrale et au niveau européen, comme dans son pays. Mario Draghi a fait récemment une déclaration. Il a été fait docteur honoris causa de l'université de Louvain. Par qui ? Par l'université de Louvain, pardon, je n'ai pas attendu la fin de votre phrase et je m'en excuse. Et il a donc à nouveau plaidé pour une Europe beaucoup plus puissante, plus forte, plus homogène face à Trump et aux États-Unis, peu importe que Trump ou un autre, les États-Unis seront toujours là, face à la Russie, face à la Turquie, face aux empires, c'est l'Europe, y compris dans le domaine de l'immigration, qui peut nous aider à maîtriser notre destin. Vous suivez Mario Draghi, l'homme qui, docteur honoris causa peut-être, mais l'homme qui veut faire de l'Europe une Europe fédérale avec des pays qui sont totalement dénués de souveraineté. Est-ce que c'est ça le plan Draghi ? Le plan Draghi, c'est qu'on ait un numéro parmi d'autres numéros. On est le numéro 1, le numéro 27, le numéro 14. Et puis en fait, il y a une politique fédérale qui s'appliquerait. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, André Vallini, de faire un dîner à 27. Alors il y en a un qui peut le 12, il y en a un qui peut le 15, il y en a un qui peut à 20h30, il y en a un qui peut à 20h45, il y en a un qui aime la blanquette, l'autre qui préfère le couscous. Et ça ne marche jamais. Comment est-ce que vous voulez faire, pardonnez-moi, je termine ma phrase, comment est-ce que vous voulez faire une Europe à 27 linéaire, alors que jusqu'à présent, sur, j'allais dire, des points d'achoppement qu'on essaye de faire, et notamment cette grande politique de l'immigration européenne qui est discutée en ce moment au Parlement européen, déjà, ça ne fonctionne pas. Alors, je pense que l'Europe à 27, effectivement, aurait du mal à être plus unifiée, plus intégrée. C'est la raison pour laquelle je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut intégrer davantage 6, 7 ou 8 pays, notamment les pays fondateurs, Italie, Allemagne, France et puis le Benelux, avec peut-être l'Espagne, la Pologne, ceux qui veulent aller plus loin, plus avant, ensemble. D'ailleurs, et vous excluez les autres ?
Non, viendront ceux qui veulent venir, mais je doute que M. Orban en Hongrie ou d'autres veuillent rejoindre une Europe plus fédérale. D'ailleurs, Kissinger rejoignait ce que vous dites, M. Villeneuve, parce que Kissinger disait l'Europe, je veux bien, mais quel numéro de téléphone? Eh bien, justement, une Europe puissante, une Europe unifiée aurait un numéro de téléphone. On n'est plus autant de Kissinger. Enfin, ça, au revoir. Oui, alors, je vous écoute et j'étais en train de me dire, puisque ayant lu de près votre chronique, je trouve que votre constat, comme je vous l'ai dit... le diagnostic est très bon. Le diagnostic est très bon. C'est la pharmacopée derrière sur laquelle on peut s'interroger. Mais surtout, il me semble que vous tirez le constat à la fois de vos réflexions et parce que vous êtes attentif à la voix des Français. Premier point. Je suis élu depuis 40 ans. En voilà. Plus, hein. Oui. Donc vous êtes attentif à la voix des Français, mais quant à la pharmacopée derrière, je me dis, et pas simplement par provocation, mais vous voudriez faire élire le Rassemblement national, vous vous y prendriez pas autrement. Réponse d'André Valigny sur Europe 1. Moi, c'est justement pour éviter que le Front National ou le Rassemblement National puisse accéder au pouvoir que je souhaite que la gauche ouvre les yeux. Et notamment, au-delà des questions d'immigration et de délinquance, dans ma tribune du Figaro, je dis aussi que la gauche, depuis quelques années, a donné le sentiment aux classes populaires de s'intéresser davantage aux questions sociétales qu'aux questions sociales. Il faut qu'on se réapproprie les questions sociales de pouvoir d'achat, de logement, de conditions de travail, d'accès à la sécurité sociale, d'accès au logement. Tout ce qui fait le quotidien des classes populaires, beaucoup plus que les questions de genre. Mais les classes populaires, André Valigny, elles en ont simplement ras-le-bol. Il faut les faire revenir. Non, mais le mec, il travaille. Attendez, je vous explique. Il travaille. Le petit couple, ils travaillent tous les deux. Ils ont du mal à tirer les deux bouts, etc. Ils ont du mal à rembourser le prêt de la maison et le prêt de la voiture parce que souvent, ils vivent en province. Ils ont besoin de 2 voitures pour aller bosser. Et ils voient que les aides ne vont pas à eux qui ont travaillé et payé leurs impôts toute leur vie, mais viennent à des gens qui viennent d'autres pays, qui sont précisément des immigrés et qui, eux, vont pouvoir bénéficier d'aides dont les Français ne bénéficient pas. Voilà ce qu'ils disent, les Français. C'est pour ça qu'ils en ont ras-le-bol et c'est pour ça qu'ils votent Rassemblement National. C'est pas parce qu'il y a un nombre considérable de types d'extrême droite, fascistes, tout ce que vous voulez dans notre pays. C'est parce qu'il y a des gens qui souffrent et qui constatent que ceux-là, précisément, qui travaillent et qui font le maximum, on ne les aide pas. Et c'est valable aussi, je rajoute, pour la droite de gouvernement, parce que quand il y a eu cette législative partielle où on a élu un candidat de l'UDR, je crois que c'est en Haute-Savoie, et quand Europe 1 a promené son micro parmi les habitants justement là-bas, on a dit on préfère quelqu'un qui règle les problèmes plutôt que quelqu'un qui fait des promesses. Ouais. Non, mais la droite, effectivement, la droite républicaine est en grande difficulté. Moi, je me concentre sur la gauche parce que c'est quand même ma famille politique. Je pense effectivement qu'il faut qu'on arrive à convaincre à nouveau les classes populaires et classes moyennes dont vous parlez, qui sont mes électeurs. Hein, ça fait 40 ans qu'ils me font confiance en Isère. Il faut qu'on arrive à les convaincre que la gauche s'intéresse comme avant, et plus qu'aujourd'hui, aux questions sociales, à leurs conditions de vie, aux aides qu'ils n'ont pas ou qu'ils devraient avoir, sans forcément les opposer aux immigrés. Parce que vous savez, c'est Éric Woerth, qui n'est pas marxiste-léniniste, qui a dit encore récemment que l'immigration rapportait plus à la France qu'elle lui coûtait à la France. Enfin, Éric Woerth, il a aussi dit dans ce studio, à votre place, il n'y a pas de si longtemps, que l'immigration, ça coûtait 0. Oui, c'est ce qu'il a dit, c'est ce que je voulais dire. Donc, bon, il y a un coût, culturel, il y a un coût sécuritaire. Je tombe rarement de ma chaise, mais cette fois-ci... André Valigny, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que dans votre réflexion, vous la placez sous le haut patronage d'un certain nombre de figures tutélaires de la gauche. Jaurès. Vous citez Hugo, Jaurès, Blum, Mendès, et vous ajoutez Robert Badinter. Est-ce que lorsque justement on veut s'attaquer aux questions de sécurité, il n'y a pas quelque chose de problématique que de placer sa réflexion sous le patronage de Robert Badinter? Certes, il a été panthéonisé récemment, mais qui finalement a donné une place aux criminels, à donner davantage de place aux criminels qu'aux victimes. Ah non, là je m'inscris en faux contre cette caricature, parce que il faut savoir, Raphaël Steinville, que la première loi d'aide aux victimes a été votée sous Badinter. C'est Badinter, ministre de la Justice, qui a fait voter la première loi sur l'aide aux victimes.
c'est aussi lui qui a installé dans son ministère et qui a donné toute sa place au syndicat de la magistrature. C'est aussi lui qui a aboli la peine de mort et dont on voit un certain nombre d'effets. Je ne dis pas qu'il fallait... C'est lui qui a insufflé, et ça c'est Georges Fenech qui en parle admirablement bien sur cette antenne, et qui a insufflé une autre façon d'instruire la justice dans l'école de magistrature. C'est-à-dire que il y a eu une nouvelle façon de penser la justice qui était très très en opposition en donnant les clés au syndicat de la magistrature. Avec ce qu'il avait fait on va en parler juste après une pause. André Valigny, vous allez répondre à cela bien sûr. Il est 20h28. Je vous signale aussi que vous retrouvez l'ami Jacques Vendroux et le service des sports de la rédaction d'Europe 1 chaque vendredi de 21h à 22h pour le studio des légendes. Jacques reçoit demain soir les navigateurs Thomas Coville, Benjamin Schwartz et Léonard Legrand qui viennent de battre le record du trophée Jules Verne en réalisant un tour du monde en 40 jours, 10 heures et 45 minutes. C'est bien sûr demain soir 21h, 22h, le studio des légendes. Restez avec nous, on revient tout de suite dans Europe 1 Soir. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Vincent Roy, Raphaël Steinville et entre les deux, pris en étau, André Valigny, ancien ministre, avocat à la Cour. Une embuscade. Il va croire au putsch, ce pauvre André Valigny, tellement on lui pose des questions et nous sommes en contradiction avec vous. On était à l'instant en train de parler de l'école de la magistrature. Est-ce que j'imagine que vous n'êtes pas d'accord pour dire que, j'allais dire presque le dogme des magistrats a changé dans les années 80 ? Non, mais l'école de la magistrature, elle nous est d'abord enviée dans beaucoup de pays étrangers. Moi, j'y suis allé quand j'étais député, j'ai présidé la commission Outreau, et donc je me suis intéressé de près aux questions judiciaires. J'étais allé à l'école de la magistrature à plusieurs reprises, et c'est vrai qu'on nous l'envie à l'étranger. Dans quel pays ? Comment ? Dans quel pays ? Dans les pays européens. Dans les pays européens. Oui. On reçoit souvent des délégations venant s'inspirer de notre école. Il y a un problème avec il y avait un problème avec l'école de la magistrature, c'est qu'elle était trop théorique. Et depuis la commission Outreau, une de nos préconisations a été suivie des faits, à savoir que maintenant on envoie davantage les futurs magistrats en stage, notamment dans les milieux économiques, mais pas seulement. Pour le reste, que les magistrats soient syndiqués, c'est un faux problème parce que j'entends souvent certains, notamment sur les plateaux auxquels je participe, demander l'interdiction du syndicat de la magistrature. Ça changerait quoi ? Si le magistrat est foncièrement de gauche et qu'il porte les valeurs que porte le syndicat de la magistrature, qu'il soit syndiqué ou pas, il aura toujours les mêmes opinions, les mêmes convictions. Il faut faire confiance à l'éthique des magistrats. Moi, je pense que dans 99% des cas, les magistrats ont une éthique profonde, très forte, et qu'ils rendent la justice en toute impartialité, en toute indépendance d'esprit. C'est le cas dans les procès politiques qu'on a pu suivre, notamment le procès Sarkozy, le procès de Marine Le Pen. Bien sûr. Avec l'exécution provisoire, par exemple dans le procès Sarkozy qui a été décidé au dernier moment par la présidente du tribunal alors que ça n'était pas J'ai eu l'occasion de dire que l'exécution provisoire, de façon générale, pas seulement parce que c'est Sarkozy ou Le Pen, l'exécution provisoire, tant qu'on n'est pas allé en appel, voire même en cassation, me choque. En tant qu'avocat, je suis choqué par l'exécution provisoire, sauf quand il y a bien sûr risque de fuite à l'étranger, risque de réitération, de complicité, enfin de contact avec les complices, de troubles à l'ordre public. Mais pour le reste, c'est vrai que dans ces cas-là, dans ces affaires-là, l'exécution provisoire, je l'ai dit sur Sarkozy, m'a choqué. Est-ce que, pour continuer sur la magistrature, et alors que vous, je le rappelle, c'est la raison de votre venue ce soir dans Europe 1 Soir, et je vous en remercie d'être venu, Monsieur Valigny, votre tribune dans le Figaro Vox, où vous criez, ou en tout cas vous appelez à une politique plus sécuritaire des candidats de gauche à la future présidentielle. Est-ce que vous avez pensé à la réponse pénale, puisqu'on parle du syndicat de la magistrature ? Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, aussi en tant qu'avocat, la réponse pénale, et je dis au hasard, pour Théo qui a été à Lyon 19 ans, attaqué 3 fois de suite par des mineurs de 14 à 16 ans pour les mêmes motifs, est-ce que la réponse pénale en France est suffisante ? Peut-être qu'elle ne l'est pas, et ça ne me choque pas de dire qu'il faut peut-être adapter à nouveau le code pénal. Peut-être ? Parce que les choses sont très compliquées. Il faut savoir que le code pénal prévoit déjà des peines assez lourdes dans beaucoup de cas, mais qu'elles ne sont pas toujours prononcées. Donc, est-ce que dans le cas des mineurs, par exemple, où on sait que si un mineur n'a jamais été condamné la première fois, il ne l'est pas, ça a été le cas par exemple pour ce jeune qui était sur une moto à Valoris, et il y avait cette petite fille qui traversait la route, et elle est morte parce que il faisait un rodéo urbain à propos de cette moto. Le jeune n'a pas été condamné parce que, en fait, la règle, c'est que au départ, pour les mineurs, si c'est la première fois, on
on laisse sa chance, entre guillemets. Est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose qui devrait changer? On peut en débattre. Jurisprudence Belloubet. On peut en débattre. Moi, je pense qu'il faut s'ouvrir à toutes les propositions. Vous savez, le fameux code de 1945 sur la justice des mineurs, il a été modifié plus de 20 fois, entre 20 et 30 fois. Donc, on le modifie à nouveau pour le durcir. Pourquoi pas? Moi, je n'ai pas de tabou dans ce domaine. C'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui sont différents, ils sont sans doute plus violents parce que, je le répète, les réseaux sociaux, mais pas seulement, les influencent négativement. Donc, qu'on modifie le code de la justice des mineurs pour le durcir encore, pourquoi pas? Moi, je souhaite qu'on fasse autant d'efforts sur la répression, la sanction ou la punition que sur la prévention. Parce que pour moi, les deux doivent marcher ensemble. La justice pénale doit marcher sur deux jambes. La prévention, et puis une fois que les faits ont été commis, la sanction, aussi sévère soit-elle. Je vous propose d'écouter Florence, qui est la maman de Théo et qui témoigne sur Europe. Celui qui, gentiment, s'est amusé à faire du trampoline sur la tête de mon fils, il a 15 ans, il a 25 chefs d'accusation, donc 25 connus quand même, parce qu'il y en a bien qui sont passés à travers, et dont une pour torture. Comment cet enfant peut être dehors pour la torture? La police est totalement... ils savent plus quoi faire, en fait. Ils les croisent, ils nous disent on fait que de les croiser, on sait que c'est eux, on n'a rien, on n'a pas d'image. Et ce n'est pas un cas isolé, malheureusement, André Valigny. C'est révoltant. C'est révoltant, je ne connais pas le dossier, le détail du dossier, il n'y a pas de raison de douter de ce que dit cette maman, dont on comprend le traumatisme. Si c'est le cas, elle dit qu'il a été... tabassé plusieurs fois, et il a été, vous voulez dire le jeune délinquant, oui, qui pour torture. Oui. Aussi, il a torturé... Il devrait pas être dans la rue comme ça, en liberté, il devrait être dans un centre... Et les policiers ne savent plus quoi faire. Et les policiers, souvent, vous qui intervenez souvent sur les plateaux de nos confrères de CNews, vous le voyez bien, les policiers qui viennent, Axel Ronde, les différents syndicats de police, ils disent « mais nous, on les arrête, mais les juges les libèrent ». Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Pas toujours. Il faut savoir qu'il y a des structures qui ne sont pas suffisantes, qu'on appelle les centres éducatifs fermés, qui ont été créés par Dominique Perbel. Je me souviens, j'étais député à l'époque. Il faut en faire plus, qu'ils soient vraiment fermés, mais vraiment éducatifs aussi. Parce que vous ne me ferez pas dire qu'à 15 ou 16 ans, on est définitivement délinquant pour toute sa vie. Raphaël Saville. Oui, André Valigny, vous avez pointé du doigt le rôle que pouvaient jouer les jeux vidéo dans l'ensauvagement, la violence de la société française. S'il devait y avoir une raison principale à l'aggravation que connaît la France, notamment en matière d'insécurité, quelle est-elle? C'est l'immigration? C'est autre chose? Si vous deviez, c'est pas seulement les jeux vidéo, tout le monde l'aura bien compris. Quelle est l'explication numéro 1 qui explique qu'aujourd'hui tout dérape? C'est sûrement pas l'immigration, parce que quand vous stigmatisez comme ça l'immigration en faisant le lien direct avec la délinquance, c'est une façon de dire aux millions d'immigrés qui sont tranquillement chez eux, qui respectent la loi, qui envoient leurs enfants à l'école, qui vont au travail le matin, qu'ils sont des délinquants en puissance. Moi, je ne peux pas... Je pense qu'on rend service aux immigrés qui sont en France et qui justement ne font absolument rien sinon travailler correctement, voilà. Que de minimiser l'ampleur qu'une immigration non maîtrisée fait courir sur nombre de quartiers. Qu'il faille maîtriser l'immigration, je l'ai déjà dit, je suis d'accord. Oui, mais alors quel est le facteur numéro 1 qui explique aujourd'hui la situation? Vous nous dites que la gauche doit prendre ses responsabilités. Regardez les faits en face s'agissant de l'immigration, de l'insécurité, et vous n'êtes pas capable de me dire quel est le facteur numéro 1. Il n'y a pas de facteur numéro 1, c'est multifactoriel, comme on dit aujourd'hui. Il y a les réseaux sociaux, il y a l'affaissement de l'autorité, il y a les moyens qui manquent à l'école, il y a sans doute... plus d'instructions à faire, comme on le faisait autrefois en direction des enfants pour leur inculquer les valeurs républicaines, de respect de l'ordre aussi, de respect de l'autorité. C'est multifactoriel, c'est pas un facteur et encore moins l'immigration. Si on vous écoute, Monsieur Stainville, l'immigration est responsable de tout ce qui va mal en France. Non, c'est probablement un facteur aggravant et qui accélère un État déjà très fragilisé. En tout cas, il y a quelques chiffres, et notamment les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur en ce qui concerne les violences et les vols à l'arraché dans les transports en commun parisiens, où on sait que c'est plus de 90% sont des faits d'étrangers, de l'immigration. Donc il y a quand même quelques petites choses qui sont des facteurs, et je comprends que Raphaël Stainville vous pose la question. Je voudrais qu'on écoute le président de la République, Emmanuel Macron, qui s'est justement exprimé suite à l'affaire Théo et aux autres affaires de ces derniers jours sur la violence des jeunes du quotidien. Tout ça nous oblige. On ne peut pas accepter que ça se passe à l'école. Sur cette violence du quotidien, que ce soit celle des jeunes qui sont en cours, qui sont, si je puis dire, là autour de l'établissement, là, il ne faut rien céder.
Et donc, c'est renforcer les mesures de sécurité dans les établissements scolaires, en particulier dès qu'il y a une sensibilité, renforcer la lutte contre les narcos, renforcer la lutte contre toutes les personnes qui menacent les équilibres, renforcer aussi la sensibilisation des parents, comme je le disais, procéder à des vérifications de ce qu'il y a dans le cartable des élèves et reprendre ce travail, qui est à la fois un travail d'éducation, il revient aux familles de le faire, puis un travail de rigueur, de contrôle à l'entrée des établissements. Mais on ne cédera à rien, les profs ne doivent pas avoir peur quand ils vont enseigner. Bon, c'est vite dit. En attendant, on a une femme de 60 ans qui est entre la vie et la mort parce qu'il y a un jeune de 14 ans qui est allé sur Internet et on l'a dit tout à l'heure en première heure d'Europe 1 Soir, il est allé vérifier la différence entre meurtre et assassinat. C'est-à-dire que déjà, il pensait au coup d'après de savoir que s'il se faisait arrêter, quelle peine il encourait s'il était poursuivi pour assassinat, qui implique la préméditation ou le simple meurtre. On est quand même dans quelque chose... Je suis désolé, mais quand j'entends le président de la République, je ne sais pas ce que vous en pensez, André Valigny, mais moi j'entends du Yaka Faucon, j'entends un président qui récite sa leçon, qui dit des lieux communs, et en réalité, il n'y a pas de solution. Vous le dites vous-même, il n'y a pas de solution. Pas dans le message présidentiel. Oui, alors quelle autre solution ? Quelle autre solution ? Les portiques, c'est... Moi, je sais pas, je suis pas responsable politique. Oui, c'est facile, mais les portiques, ça freinerait beaucoup les entrées dans les collèges et dans les lycées. Pourquoi ça n'a pas marché ? Laurent Wauquiez a été le seul à mettre des portiques dans sa région. Je ne sais pas ce que c'est devenu d'ailleurs dans ce lycée test qui a été le seul et l'unique avec les portiques. Je l'ignore. J'imagine que les jeunes sont très... C'est comme pour les histoires des réseaux sociaux, ils sont forts en détournement aussi. Mais moi, les portiques, ça ne me choque pas. Hein. Le problème, c'est que matériellement, ça provoque des files d'attente interminables le matin quand il faut faire entrer 4. Il suffit de venir 10 minutes avant. Combien ? Je sais pas. Ah non, c'est très long. Si vous mettez même 2 portiques par collège, il y a 500 élèves dans le collège. Vous imaginez le temps que ça prend. Portiques, mais il y en avait plus. C'est pour éviter quelques coups de couteau. Oui, pourquoi pas ? Oui, bien sûr. À ce moment-là, il faut décaler l'heure de rentrée. Je trouve que les enfants rentrent trop tôt à l'école. 8h, c'est trop tôt. On peut mettre la rentrée à 9h et puis permettre au fil d'attente d'être moins long. Ça vous fait rire, Raphaël Steinville ? Non, mais en fait, je suis désespéré. C'est que, en fait, on cherche. On les tous, non, mais je le conçois. Hein, mais on cherche des petites solutions sans essayer de s'attaquer aux causes profondes. Mais André Valigny vous a répondu. Il a dit il faut faire de la pédagogie, il faut prendre le problème. Mais simplement, il y a une génération sacrifiée. C'est-à-dire qu'il y a au moins une. Une génération sacrifiée qui n'aura rien appris. Non, mais effectivement, je pense que la jeunesse aujourd'hui, pour une grande part, est déstructurée, n'est même plus civilisée. On parle de décivilisation, mais pour reprendre les termes de Maurice Berger, pédopsychiatre, que l'on connaît bien sur Europe 1, et qui nous explique qu'aujourd'hui, ceux qu'il voit et qu'il suit, ce sont des enfants qui n'ont même pas été civilisés. On Exactement. en est là. Et moi, je rejoins Maurice Berger quand il dit qu'il faut les repérer le plus tôt possible. Parce qu'il y a des signes avant-coureurs de ces jeunes qui vont basculer dans la violence, voire l'ultra-violence. Il faut les repérer et les traiter, notamment par les services sociaux des départements. Et voilà. Et c'est peut-être ces services sociaux qu'il faudrait repenser pour analyser et pointer les bonnes choses qu'il y a à faire et non pas se noyer dans la paperasse. Merci beaucoup André Valigny d'avoir été l'invité d'Europe 1 Soir.